Madame la modératrice, monsieur le modérateur, mes chers collègues, tout d'abord, merci de nous accueillir dans votre beau pays. Croyez-moi, c'est un vrai plaisir de venir chez vous, de redécouvrir votre ville. Vraiment, on était sous le charme. Merci infiniment de nous permettre, en fait, de venir chez vous. Parce que c'est ça. Nous, c'est un plaisir, il faut bien le dire. Alors, on va parler du creux poplité. J'en ai marre qu'on me demande des échographies pour recherche de kystes poplités. C'est vrai, il y a tellement de choses à voir dans le creux poplité. Il y a plein de choses à voir. Il y a des lésions storticulaires, ligamentaires, vasculaires, tendinomusculaires et malheureusement parfois tumorales. Donc franchement, le problème n'est pas de découvrir un kyste, le problème est de découvrir pourquoi le patient a mal, et c'est pas toujours la même chose. Par exemple, regardez, vous avez ce petit récessus. Il est à la face dorsale du ligament croisé postérieur. Ce n'est pas un kyste du croisé, c'est simplement un petit récessus articulaire. Et bien ce petit récessus, parfois il gonfle. Parfois il gonfle et il peut donner des douleurs à la flexion du genou. Quoi, on ne voit pas le pattern. Bon, alors je vais faire avec ça, c'est pas grave. Et on ne le voit pas. Il peut donner un simple gonflement de ce petit récessus, peut être à l'origine d'une douleur à la flexion du genou. Ensuite, on sait très bien que l'arthrose commence en postérieur. On ne voit pas tout le cartilage fémorotibial, mais on voit parfaitement la partie postérieure de l'encroûtement cartilagineux condylien interne. Eh bien, il faut aller le voir. Il faut aller voir aussi ces images de synovite. Il faut aller voir aussi ces nodules chondromateux qui ne sont pas faciles à voir, et c'est pour ça, faites bien attention. Ne négligez pas le cliché standard, parce que parfois vous avez des éléments qui sont évidents sur les clichés standards, de volumineux nodules. Alors c'est bien ici, je mets nodule, c'est facile, mais croyez-moi, la sonde à la main, c'est pas toujours évident, et le cliché standard peut vous aider dans la détection de ces nodules. Et puis il y a toutes les lésions post-traumatiques, évidemment c'est moins rhumatologique, mais c'est vrai, regardez le paquet vasculaire nerveux, regardez comme il est refoulé par la collection du muscle poplité qui se trouve là. Bien entendu ici, fracture du plateau tibial, on va le voir tout à l'heure, ça va donner également des enduits. Alors bon, creux poplité, kyste poplité. Mais toutes les formations kystiques que vous voyez ne sont pas des kystes poplités. On a déjà vu la petite distension du récessus postérieur. Pour affirmer que nous sommes en présence d'un kyste poplité, il faut voir le passage entre le semi-membraneux et le gastrocnémien médial, puisque c'est la bourse commune de ces deux muscles qui communique avec l'articulation et qui vous donne ce kyste poplité. Kyste, bien sûr, clapet, etc., tout le monde connaît ça. Mais le kyste, ce n'est pas une seule formation liquidienne. Il va entourer le tendon du gastrocnémien médial. Et si vous faites une coupe dans l'axe de ce tendon, eh bien vous aurez à la fois une partie proximale, superficielle, et une partie profonde. Et ça a son intérêt, parce que dans certains cas, ce n'est que la partie profonde qui va se développer à cause du phénomène du clapet. Et donc vous aurez cette véritable masse qui va refouler le muscle, être douloureuse et venir parfois au contact du paquet vasculaire nerveux. Et celle-là, on ne la palpe pas. Paradoxalement, ce sont les kystes qu'on palpe le moins qui sont les plus embêtants. Autre exemple, le prolongement proximal du kyste poplité entre le gastrocnémien médial en profondeur et le semi-membraneux en superficie. Si vous ne mettez pas la sonde à la partie proximale du condyle interne, eh bien vous loupez des kystes qui sont parfois énormes. Il faut toujours penser à ça en cas de douleur plutôt proximale. On connaît bien le problème de la paroi de ce kyste, parfois vascularisée. Il faut faire attention en particulier chez les patients sous anticoagulants. Donnez un petit coup de Doppler avant de ponctionner, croyez-moi, ça va vous aider. Et puis, quand il y a des nodules chondromateux ou ostéochondromateux au sein de ce kyste, ne le videz pas complètement. Ne le videz pas complètement. Parce que sans ça, le patient va vous en vouloir. Parce que la douleur sera beaucoup plus importante après la ponction qu'avant, puisque le nodule va frotter sur les parois du kyste et ce sera extrêmement douloureux. Quand votre kyste se développe au versant profond du gastrocnémien médial, vous avez des collections comme celle-ci, pensez toujours à la possibilité d'une compression vasculaire. Et de plus, lorsque vous le ponctionnez et que le patient a une douleur qui revient très rapidement, pensez aussi à l'hématome au sein de ce prolongement profond.
Parce que vous voyez que l'hématome peut parfois venir s'insinuer sous le plaqué vasculaire nerveux, et ici on était bien content de voir que l'artère était encore bien compressible. Alors ici, ce n'est pas des rhumatologues qu'on va parler du problème des ruptures de kyste poplité, mais dans la vie de tous les jours, quand on a affaire à des médecins généralistes, c'est souvent quand même le diagnostic différentiel avec la phlébite qui se pose. Or, l'interrogatoire, je pense, fait la différence. Tout le monde connaît ces images d'irrégularité au pôle inférieur du kyste. Bien sûr, on sait tous que c'est une rupture, mais le problème, c'est que nos délais de rendez-vous sont parfois un peu longs. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas à la partie inférieure du kyste qu'il faut rechercher le liquide. C'est plus bas. C'est le long du versant postérieur du gastrocnémien médial, où vous avez une petite nappe liquidienne, qu'on voit encore bien, au tiers supérieur du mollet, et puis parfois, quand les délais de rendez-vous sont vraiment longs, il ne reste plus que ça. Il ne reste plus que ça, mais ça vous permet d'affirmer que nous sommes en présence d'un antécédent de rupture, et bien entendu, ça change un peu le traitement. Ce qui se produit à la face superficielle du gastrocnémien médial peut aussi se produire à la face profonde, et entre le gastrocnémien médial et le semi-membraneux. Et vous avez des ruptures qui se produisent ici, et des ruptures qui se produisent là, et ce sont les plus douloureuses. Et ce sont les plus difficiles à mettre en évidence. C'est pour ça qu'il faut toujours penser à ces trois composantes kystiques, la supérieure, la superficielle, celle-là est facile, et aussi la profonde. Et il faut aller les rechercher à cet endroit-là. Dans de rares cas, vous avez une rupture au sein même du muscle gastrocnémien médial, mais ça c'est beaucoup plus rare. Et puis, vous le savez comme moi, il n'y a pas que des formations kystiques poplitées, vous avez plein d'autres kystes au niveau du creux poplité, en particulier en latéral, mais aussi en médial, avec parfois, quand ils viennent s'insinuer à la face profonde des tendons du sartorius et du gracile, avec ce phénomène de ressaut très significatif. En général, lorsque vous n'êtes pas en présence d'un kyste poplité, prenez une aiguille de gros calibre. N'essayez pas de le ponctionner avec une intramusculaire. C'est un liquide mucoïde. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je le dilue d'abord avec de l'anesthésique locale. Je prends une G19, une rose, G19. Je le dilue avec de l'anesthésique locale et ce n'est que comme ça qu'on parvient à en aspirer un petit peu. Bien sûr, les lésions méniscales ne sont pas toujours uniquement postérieures. Bien sûr, l'échographie n'est pas la bonne technique pour faire le bilan de ces lésions méniscales, mais l'échographie permet de voir pas mal de choses. Au niveau de ces ménisques, la partie postérieure du ménisque interne, il y a des désinsertions, vous voyez ici, entre le ménisque et le plan ligamentaire. Vous avez des désinsertions arciformes en cas d'atteinte conjointe du ligament croisé antérieur. Vous avez des fragments méniscaux qui viennent migrer dans le récessus paratibial. Et vous avez de quelques petites formations kystiques, en général, sont plutôt médianes, mais vous en avez également postérieures. Et tout ça se voit très bien. Tout ça se voit très bien, à condition, bien entendu, de l'étudier. Il en est de même pour le pivot central. C'est bien entendu le point faible de l'échographie en pathologie aiguë, dans la pathologie traumatique, mais on voit très bien, d'une part, le croisé postérieur, et on voit très bien l'insertion du croisé antérieur sur le versant latéral de l'échancrure intercondylienne. Et c'est plastique, c'est un Australien qui nous a appris ça. Plus de 5 mm d'épaisseur d'insertion signe une lésion du croisé antérieur. Donc en aigu, croyez-moi, c'est un signe extrêmement important parce que ça oriente le diagnostic vers une lésion du pivot central. Également, comme on voit très bien le croisé postérieur, on verra ces grosses tuméfactions en cas de rupture du croisé postérieur. Et même, on a la chance en échographie de pouvoir comparer entre les deux côtés. Et voilà un diagnostic qui avait été loupé à l'IRM. Vous voyez, en fait, c'est un petit épaississement, c'était une lésion partielle du croisé postérieur du côté gauche. Eh bien, on peut l'affirmer parce que du côté droit, vous voyez que l'épaisseur du ligament était beaucoup moins importante, bien moins importante. Le kyste de l'échancrure est bien sûr quelque chose de différent. Et là, je serai beaucoup plus prudent. Vous connaissez ces patients qui ont ces douleurs à la flexion du genou, ces limitations à la flexion du genou. Parfois, on voit correctement une petite formation kystique, mais vous voyez ici, je ne me suis pas mouillé. J'ai mis zone hypo. Parce qu'avant de dire que c'est un kyste, il faut vraiment faire attention. Parfois, vous avez une véritable masse, et ça peut être une synovite vilonodulaire, ça peut être plein d'autres choses. Donc, dans ces cas-là, je pense que le passage à l'IRM est absolument indispensable. Et personnellement, je ne mettrai jamais une aiguille sans une confirmation IRM, parce que d'une part, mettre une aiguille jusque-là, vous devez éviter les vaisseaux, c'est pas toujours évident. Et avant de faire prendre un risque au patient et de ponctionner peut-être quelque chose qui est une tumeur, je pense qu'il faut un consensus et surtout une corrélation IRM. On a vu les lésions articulaires,
On a vu les lésions capsulaires ligamentaires, et puis il y a un paquet vasculaire nerveux. Alors bien entendu, le Doppler nous aide, mais n'oubliez pas que ce kyste adventiciel est une pathologie à point de départ articulaire. C'est un kyste d'origine articulaire qui est venu coloniser la paroi de l'artère. Et donc surtout, faites bien attention, ne le ponctionnez pas. Parce que si vous le ponctionnez, vous aurez beaucoup d'ennuis. Et avant de l'opérer, je pense qu'il faut un chirurgien vasculaire et un chirurgien orthopédique qui travaillent ensemble, parce que sans ça, vous pouvez avoir des sacrées conséquences. Bon, les anévrismes, ça pose pas de problème, je pense que ça, c'est un diagnostic qui est évident. Mais par contre, le problème des veines, c'est tout à fait différent. Le patient qui est ici, c'est un jeune rugbyman. Il m'avait été envoyé pour syndrome de Loge. Moi, ça ne me faisait pas penser à un syndrome de Loge. C'est une douleur qui était survenue après l'entraînement, il avait 18 ans, il n'a aucun symptôme particulier. C'est vrai qu'à son mollet, il avait un remaniement hyperéchogène de ses muscles. C'est pour ça que le médecin qui me l'envoyait pensait à un syndrome de Loge. Et puis en fait, en remontant un petit peu, on se rendait compte qu'il avait thrombosé complètement sa veine poplitée. Ça vous prouve que l'échographie ne doit jamais être ponctuelle. L'échographie, c'est pas regarder là où l'endroit où le patient a mal. L'échographie, c'est une étude régionale. Et je pense que, personnellement, quand j'étudie un mollet, je vais toujours voir le creux poplité, je vais toujours voir le tendon d'Achille. Quand on fait le creux poplité, on a toujours intérêt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à monter vers le semi-membraneux et à descendre à la partie supérieure du mollet. C'est une étude régionale, si on veut découvrir vraiment l'origine de la douleur du patient, c'est vraiment ça. Alors ça aussi, ça passe toujours à l'as. Vous voyez, j'ai mis une poche à eau parce que les petites lésions thrombotiques superficielles échappent souvent quand on ne va pas les rechercher. Et puis n'oubliez pas l'anatomie, je vous ai parlé d'un pédicule vasculo-nerveux. Il passe sous quoi? Il passe sous l'arcade du solaire, le tendon du plantaire et l'arcade du solaire. Et donc vous avez le muscle poplité ici et vous avez le nerf tibial. Vous avez ce nerf tibial. Donc il est évident que lorsque vous aurez un épaississement du muscle poplité, eh bien vous aurez une compression de ce paquet vasculo-nerveux. Je ne vais pas parler du nerf fibulaire commun, parce que sa symptomatologie n'est pas une douleur postérieure, vous le savez mieux que moi. Et puis on va en arriver au chapitre tendino-musculaire. Alors vous avez vu au départ, c'est un losange, le creux poplité, c'est un losange avec beaucoup de tendons. Et bien ces tendons, ils peuvent vous donner n'importe quoi. Vous pouvez avoir tous les diagnostics possibles au niveau de ces tendons, quels que soient les tendons. Ici, je vous ai mis simplement quelques diagnostics les plus fréquents. Je pense qu'une douleur postéromédiale qui se situe en regard du plateau tibial interne, le premier diagnostic évoqué, c'est la ténosynovite du semi-membraneux. C'est vraiment quelque chose. Et on les soulage bien. Certains même prétendent que lorsqu'on a une arthrose fémoro-tibiale interne, eh bien c'est la ténosynovite qui fait mal. C'est la ténosynovite qui fait mal le plus souvent. Donc il faut la rechercher. On verra ça tout à l'heure avec les ateliers pratiques, mais il faut la rechercher. C'est la première chose à faire. Vous allez rechercher s'il n'y a pas un halo hypoéchogène autour de ce tendon direct et du tendon indirect, croyez-moi, c'est important aussi. Il y a des désinsertions. Il y a des désinsertions proximales du gastrocnémia médial, des désinsertions distales du semi-membraneux, des ruptures du tendon du semi-tendineux. Et puis je dirais surtout, vous avez maintenant, après la plastie du croisé antérieur, quand on fait la technique de DIDT, quand on prend le gracile et le semi-tendineux, eh bien vous avez beaucoup de remaniements dans la zone de prélèvement et qui peuvent être douloureux. Donc il faut toujours interroger les patients pour savoir s'ils n'ont pas eu ce DIDT. Et puis les anthésopathies, bien sûr. Les anthésopathies, vous avez celle du gastrocnémia médial sur la coque, on le voit parfois très bien, toujours par comparaison côté opposé, et puis surtout celle-ci. Celle du semi-membraneux, du tendon direct du semi-membraneux sur le plateau tibial interne. Vous avez d'innombrables douleurs chroniques du versant postérieur du genou qui viennent de cette anthésopathie à la tâche distale du tendon du semi-membraneux. En voilà un autre exemple ici, vous voyez, un cas chronique avec un petit spicule osseux, mais c'est un diagnostic extrêmement fréquent. Ça par contre c'est beaucoup plus rare. Les désinsertions myotendineuses du semi-membraneux c'est rare, mais ça existe. Et là de nouveau, c'est la comparaison côté opposé qui vous fera le diagnostic. L'examen unilatéral est vraiment à éviter au maximum pour faire un diagnostic correct. Les ressauts, on a vu tout à l'heure que le kyste pouvait en donner, mais il n'y a pas que le kyste. Vous avez des irrégularités, vous avez des twists d'un tendon l'un par rapport à l'autre, et là l'étude dynamique sera bien sûr très intéressante. En latéral, c'est la même chose. En latéral, l'insertion du gastrocnémien latéral sur la coque peut être donné des anthésopathies aiguës, anthésopathies chroniques,
avec parfois voilà, des petites calcifications qui témoignent du caractère chronique de cette entésopathie. Là aussi, la comparaison est indispensable. Mais voici la cause la plus fréquente de douleur au niveau postérolatéral du creux poplité. C'est la fabella, la pathologie de la fabella. La fabella qui vient cogner contre la face postérieure du condyle externe, qui peut se fragmenter, qui peut être très volumineuse à l'origine d'un conflit, et le Doppler nous aide en nous montrant l'importance du remaniement des structures de voisinage. Cette fabella se palpe. Cette fabella se palpe. Il y a l'échographie, bien entendu, elle se voit très bien. Elle peut parfois être très volumineuse et entraîner un conflit avec le nerf fibulaire commun. Bien entendu, c'est également la comparaison avec le côté opposé vous montrant une différence entre les deux côtés qui vous fera le diagnostic. Mais là, la palpation est bien entendu très importante. Et vous savez comme moi que dans ces cas-là, l'infiltration entre la fabella et le condyle externe est tout simplement fantastique. Un point de vue des résultats. Si ça échoue, il faut simplement enlever la fabella. C'est quelque chose qui est un geste chirurgical très bénin, qui donne des résultats fantastiques. Puis distalement, le biceps. L'insertion du biceps, vous pouvez tout voir. Vous pouvez voir des ruptures complètes. Vous pouvez voir des anthésopathies, vous pouvez voir des anthésopathies calcifiantes, vous pouvez voir des désinsertions. Ce tendon du biceps, c'est vraiment le siège de très nombreuses pathologies qui seront cette fois-ci un peu plus bas situées, postérolatérales. Et puis n'oubliez pas que le seul muscle qui passe à la face antérieure du paquet vasculaire nerveux, c'est le muscle poplité. Et que le muscle poplité, de même que le muscle plantaire, est fréquemment atteint en cas de rupture du ligament croisé antérieur. Donc, vous devez rechercher à la face profonde du paquet vasculaire nerveux si vous n'avez pas un hématome, voire dans certains cas une lésion du plateau tibial. Et puis malheureusement, il y a également des lésions tumorales. Je vous ai dit tout à l'heure, faites bien attention, voilà une synovite vilonodulaire. Vous voyez, on ne voit rien. On voit une vague plage hypoéchogène. Il ne faut surtout pas la ponctionner. Parce que si on ponctionne à l'aveugle, on peut faire des catastrophes. Donc dans ces cas-là, le passage à l'IRM, je pense que pour tout ce qui est expansif, il faut avoir no touch, et puis avoir l'IRM facile. Il ne faut pas avoir l'IRM dans une antésopathie, dans un truc, ça ne sert à rien. Là, vous allez aider le patient sans avoir besoin du recours à l'IRM. Mais quand vous avez une pathologie tumorale, je pense que l'échographie doit passer la main. Elle doit passer la main et surtout, il ne faut pas la ponctionner à l'aveugle comme ça, une formation. À la limite, là vous voyez, on me l'avait demandé de ponctionner. On m'a demandé, c'est une ponction de kyste poplité. Je vous jure, l'ordonnance c'était ça. Alors quand vous voyez un rameau afférent, un rameau efférent, je pense que là vous pouvez être avec tranquillité et dire que c'est une tumeur nerveuse. En fait, je vous jure que je ne l'ai pas ponctionné quand même. Malheureusement, vous voyez, il y a des cas malheureux, voilà. Ici, pourtant, j'avais mis des flèches, on ne m'a pas cru parce que la pulsation de l'artère à l'IRM n'a pas permis de voir ce petit tumeur qui était en fait un sarcome, et ça s'est malheureusement terminé. Heureusement, la majorité des lésions expansives du creux poplité ne sont pas des tumeurs, mais sont des pseudotumeurs. Et en particulier, ces muscles accessoires. Muscles accessoires du semi-membraneux, muscles accessoires du gastrocnémien médial. C'est le patient qui viendra vous dire, docteur, j'ai une tumeur qui m'est poussée dans le creux poplité. Qu'est-ce que vous faites? Je préparais le marathon. Et je suis passé de 5 km par semaine à 50 km par semaine. Il a hypertrophié un faisceau accessoire, et à partir du moment où il a senti quelque chose, mais fatalement dans sa tête, ça ne peut plus s'en aller, c'est devenu une tumeur. Donc ces muscles accessoires sont très fréquents, c'est très facile à diagnostiquer en échographie, parce que c'est la même structure musculaire, et surtout, ça s'hypertrophie en contraction. Donc là, vous faites la différence sans discussion possible entre ce qui est une tumeur et ce qui est une pseudotumeur. Et puis les ganglions. Les ganglions sont très difficiles à voir en échographie au niveau du creux poplité, ils se voient très bien en IRM, en échographie c'est très difficile, mais il faut y penser. Il faut y penser, parfois ce serait une mycose interdigitale qui sera à l'origine d'une douleur du creux poplité. Parce que ces relais ganglionnaires sont parfois douloureux, vous glissez le doigt sous la sonde et vous poussez un bon petit coup, et le patient ira tout de suite, c'est ça qui fait mal. Vous voyez, il y a du boulot, Il y a du boulot, c'est pas facile. Il n'y a pas que le kyste. Alors je vais vous donner quand même une technique, si j'ai encore un peu de temps. Je vais vous donner une petite technique pour vous faciliter la vie. Moi, c'est ce que je fais. Je vous jure, c'est ce que je fais en pratique. Je divise mon creux poplité en 9 cases. Voilà. De proximal en latéral, et de
de proximal en distal et de latéral en médial. Vous avez 9 cases. Et dans ces 9 cases, je répertorie où se trouve, bien entendu, la douleur du patient. Et à ce moment-là, vous avez des diagnostics qui sont beaucoup plus fréquents que d'autres. Et par exemple, quand je suis dans la case numéro 1, latérale et proximale, eh bien, il y a plus de 9 chances sur 10 que ce soit une fabella, qui soit à l'origine de la douleur du patient. Quand c'est proximal et central, il y a 99 chances sur 100 que ce soit un ganglion. Je ne connais pas d'autres diagnostics à cet endroit-là. Quand c'est proximal et médial, eh bien ce sera l'expansion supérieure d'un kyste poplité. Je ferai très attention à mettre ma sonde vraiment à la partie proximale du creux poplité, chercher un kyste, mais surtout chercher une rupture de kyste, une petite nappe liquidienne entre le gastrocnémien médial et la coque. Voilà, je vous remontre des images de fabella. Croyez-moi, quand on connaît le truc, on va la chercher, ça marche très bien. Vous avez la fragmentation, l'hypertrophie, le Doppler, et vous avez le conflit avec le gastrocnémien latéral. Vous avez le conflit avec le nerf fibulaire commun. On verra tout ça aux ateliers, vous allez voir. Quand on le cherche, on le voit. Ah, bien entendu, c'est pas du 100%. Vous pouvez avoir ce que j'appelle les Fabella Lake. Vous pouvez avoir une anthésopathie chronique de la coque latérale sur la coque latérale. Vous pouvez avoir des anthésopathies de ce gastrocnémien latéral. Vous pouvez avoir des petits nodules. Regardez ici. Un petit nodule d'origine articulaire qui est venu se coincer sur le gastrocnémien latéral. Bon, c'est vrai, ça existe, mais c'est extrêmement rare. Pensons d'abord à la fabella. Le ganglion, il n'y a que ça. Dans le casier numéro 2, vous n'aurez que le ganglion. Il faut le rechercher, il faut aller mettre le doigt sous la sonde et vous allez le trouver. Et puis dans le casier numéro 3, vous irez chercher ces expansions kystiques. Alors celle-là, vous me direz, mais c'est facile à voir. Pas du tout. Pas du tout. Si vous gardez votre sonde sur le creux poplité, si vous n'avez pas le chercher, vous ne le voyez pas. Il faut monter le chercher. Et alors surtout, il faut aller chercher ça. Cette espèce de nappe liquidienne interposée entre le condyle et la face profonde du sinus membraneux, et croyez-moi, ce sont des douleurs parfois importantes, et qui ne sont pas évidentes à déterminer. Alors vous avez d'autres choses, de nouveau, vous avez l'insertion du gastrocnémien médial sur la coque, avec parfois ces petites anthésopathies chroniques, regardez ici, calcifiantes. Vous avez quelques pathologies du tendon du semi-tendineux à cet endroit-là, c'est beaucoup plus rare. Vous avez des désinsertions bien visibles par comparaison côté opposé de la jonction myotendineuse semi-membraneuse, mais c'est beaucoup plus rare. Pensons d'abord à l'expansion proximale. Et comme ça, on en arrive dans le compartiment central, au niveau de l'interligne. En latéral, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, sauf en pathologie traumatique. Et puis la partie centrale, dans le casier numéro 5, là vous aurez les kystes et les pathologies vasculaires, ainsi que celle du pivot central. Et puis quand c'est plus médialisé, le patient vous dit non, c'est pas au centre, doc, c'est un peu plus sur le côté. En médial, là pensez au sinus membraneux. Et vraiment, le sinus membraneux, c'est très fréquent. Voilà, en latéral, vous avez quoi? Vous avez la jonction myotendineuse, la jonction myotendineuse du poplité. Ce sont vraiment des lésions difficiles à voir. À cet endroit-là, un peu plus centralement, vous avez dans le muscle poplité des images, on a déjà vu ça. La fracture du plateau tibial, on a déjà vu. Et puis on en arrive au compartiment 5. Et dans le casier numéro 5, bien sûr, vous avez le kyste. Bien sûr, vous avez le kyste. Bon, ça c'est facile. N'oubliez pas la double composante, la triple composante, la versant profond. Regardez comme c'est proche du paquet vasculaire nerveux. Vous voyez, quand vous avez un kyste à la face profonde du gastrocnémien médial, pourtant c'est pas un gros kyste, ça va faire 1 centimètre. Regardez, il vient vraiment contre le paquet vasculaire nerveux. Ça peut être source, bien entendu, de compression, ça gonfle à l'effort. Donc ça peut être source de compression chronique. Pensez au nodule à la paroi, donnez toujours un coup de Doppler. Un coup de Doppler avant de ponctionner, comme ça vous éviterez les zones les plus vascularisées, surtout si votre patient s'il est sous anticoagulant, et vous éviterez d'avoir cette hémorragie intrachystique. Parfois ça va même en interne, c'est plus loin, mais c'est plus rare. Pensez à la rupture, descendez à la face supérieure du mollet, croyez-moi, vous allez en trouver plein de ces nappes hypoécogènes, je vous ai dit ça. Et n'oubliez pas cette image-ci. Lorsque vous avez une formation kystique qui est au contact du paquet vasculaire nerveux, ayez toujours la séquence flair, comme je dis. Pensez à la petite lumière rouge qui s'allume, pensez au kyste adventiciel, parce que parfois on a l'aiguille trop facile, et je peux vous dire que dans ce cas-là, il faudra comprimer quelques temps après. Enfin, vous imaginez le truc. Même chose dans les veines, n'oubliez pas la veine profonde, mais aussi les veines superficielles, cause fréquente et fréquemment. Vous savez,
Vous dites, bon, cordon veineux, c'est facile à voir. Ouais, dans un creux poplité, il y a des creux poplités où le cordon veineux, il est parfois un peu profond quand même, hein, même s'il est superficiel. Hein, il y a parfois un peu de tissu adipeux dans le tissu sous-cutané, et c'est pas toujours évident. Le patient vous dit, j'ai mal, et puis on trouve pas. Ça, je vous ai montré aussi. Alors celui-là, n'oubliez pas le pivot central avec la petite formation kystique. C'est rien du tout. Hein, c'est 6-7 mm. Mais votre patient, il dit, mais chaque fois que je plie le genou, j'ai mal, surtout le soir. Chaque fois que je plie le genou, j'ai mal. Cherchez cette petite extension de ce récessus, ça va très bien. Et puis, n'oubliez pas ce signe de plastique. Quand vous avez l'insertion du croisé antérieur à la face latérale de l'échancrure, si elle mesure plus de 5 mm d'épaisseur, vous êtes quasiment certain d'être en présence d'une pathologie du ligament croisé antérieur. Alors, le croisé postérieur, ça se voit beaucoup mieux, hein, surtout par comparaison au côté opposé. Et on en arrive au compartiment 6. Et alors là, c'est quasiment toujours une lésion du sinus membraneux. Hein, franchement, regardez bien aussi par comparaison au côté opposé. Il y a parfois un petit peu de liquide, mais par comparaison au côté opposé, glisser le doigt sous la sonde, ça fait mal, hein, et vous aurez, alors des images aussi, ça c'est plus rare, mais vous comprenez bien que lorsque vous avez un nodule ostéochondromateux qui est coincé dans la gaine du sinus membraneux, hein, ça puisse être à l'origine de douleurs. Le ménisque interne, l'échographie n'est pas la bonne technique pour faire le bilan des atteintes méniscales. On détecte par contre plein de choses, et en particulier ces désinsertions périphériques du ménisque interne. Par comparaison au côté opposé, ça se voit vraiment très très bien. Hein, il ne faut pas hésiter à aller le rechercher. Hein, ça c'est plus rare, la rupture de tendon semi-tendineux c'est beaucoup plus rare, hein, mais ça peut être source de douleur. Et on en arrive en distal. En distal, d'abord, les lésions du point d'angle postérolatéral. Hein, alors ça, c'est la comparaison aussi. Hein. Vous devez vraiment mettre votre sonde des deux côtés pour aller voir le point d'angle postérolatéral. Mais par contre, n'oubliez pas que vous avez le biceps. Il faut palper la tête de la fibula. Une fois que vous avez palpé la tête de la fibula, vous mettez votre sonde d'échographie dessus dans l'axe du biceps. Je vous montrerai comment faire. Pour repérer la jonction myotendineuse, vous allez dans l'axe du biceps et vous regardez l'insertion postérieure et croyez-moi, vous allez en voir. Le papé, ça c'est beaucoup plus difficile, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de lésions, c'est beaucoup plus rare. Et en rétrospinal, dans le compartiment numéro 8, pensez toujours aux nodules ostéochondromateux ou chondromateux et n'hésitez pas à retourner voir vos clichés standards parce que souvent, c'est loupé en échographie et si vous faites uniquement de l'échographie, vous allez en louper des dizaines. Et c'est un diagnostic qui est assez intéressant à faire à mon avis. Bon, alors c'est facile dans certains cas, hein, vous le voyez vraiment coincé contre le ligament croisé postérieur. Hein, c'est facile quand il y a la flèche, hein, mais quand il n'y a pas la flèche, croyez-moi, hein, c'est beaucoup plus difficile. Parfois, les lésions du muscle poplité, on a déjà vu ça aussi. Et puis, on termine. Compartiment numéro 9. Compartiment numéro 9, c'est quoi? C'est l'insertion du sinus membraneux. Allez systématiquement voir, dans ce cas-là, l'insertion du sinus membraneux. Mettez bien votre sonde dans l'axe des fibres semi-tendineux, et puis vous retournez votre sonde pour voir le tendon réfléchi le long du plateau tibial. Et là aussi, je pense que vous allez en trouver beaucoup. Voilà, regardez, tendon réfléchi semi-membraneux, épanchement liquidien de la gaine de ce tendon. C'est toujours, tout ça, c'est des patients qui sont envoyés pour recherche de kyste poplité. Hein, attention, hein. Là, il ne faut pas croire. Hein. Là, c'est ça. Le semi-tendineux distal, pensez à demander au patient, s'il n'a pas été opéré, une plastie du croisé antérieur sur la technique du DITT, hein, parce que là, c'est aussi une cause extrêmement fréquente. Et ben voilà. Voilà. Et ben vous voyez, quand on fait les 9 compartiments, hein, eh bien, je pense qu'on peut quand même démembrer quelque peu ces douleurs du creux poplité. Et je pense qu'il y a pas mal de diagnostics qui peuvent être faits en échographie et qui vont étonner votre correspondant. Je vous remercie de votre attention.